Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 10 décembre 2022. Il est 8 heures. Nous serons ensemble jusqu'à 10 heures du matin. Amel Laribi est déjà parmi nous. Bonjour Amel. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Il a bien plu hier. Ah oui, et même cet après-midi. C'est pour ça qu'elle est en forme aujourd'hui, Amel. Et elle est toute contente aujourd'hui. J'espère que ça va se réaliser. Hein. Espérons. Tu nous donneras de toute façon quelques nouvelles dans un petit moment, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Voilà, alors Amel, aujourd'hui, en compagnie de notre ami Greg Hassan qui vient tous les samedis, nous allons rendre hommage à un grand pilier, un grand monument de la culture, de la religion, de la médecine algérienne, à savoir professeur Saïd Chiban, qui nous a quittés dimanche dernier à l'âge de 97 ans. Il était donc ministre des Affaires religieuses ici même en Algérie. Donc il nous a quittés à l'âge de 97 ans le dimanche dernier. Justement, Ahmed Greg Hassan a choisi de lui rendre hommage. Aujourd'hui, je l'ai vu d'ailleurs ce matin dans les coulisses, il ne sait pas comment lui rendre hommage aujourd'hui avec un pincement dans le cœur. Oui, j'imagine. C'est une grosse perte, il faut dire, pour nous. Même pour nous, la génération. Oui, on l'a côtoyé, oui. Finalement. Alhamdoulilah, il nous a laissé beaucoup de travaux sur lesquels aujourd'hui les jeunes, les chercheurs peuvent toujours se référencer. Exactement. Voilà. Nous parlerons également aujourd'hui d'enseignement, on parlera de l'enseignement de l'anglais. Qu'est-ce qu'on a tendance aujourd'hui? Oui. C'est vraiment une longue tendance. Hein, une longue tendance, oui. Et il faut dire que les jeunes. Moi, j'entends même les jeunes dans la rue parler en anglais, ça fait plaisir. Et ils se parlent en anglais. Comme nous, on se parle en français, eux, ils se parlent en anglais. Et ben voilà, finalement, c'est une langue qui a su réellement s'imposer dans la société algérienne. Normal, c'est la langue des sciences, de la recherche. Donc aujourd'hui, les jeunes prennent conscience de l'importance finalement d'apprendre l'anglais. Mais la question qu'on se pose, c'est que lorsqu'on va, par exemple, apprendre les langues d'une manière générale, on n'a pas forcément la facilité de parler. L'expression orale, elle est parfois difficile. On revient toujours à critiquer un petit peu les méthodes de travail. Aujourd'hui, par rapport à l'enseignement de la langue, nous allons découvrir une nouvelle méthode et apparemment ça plaît et ça facilite beaucoup l'apprentissage pour les jeunes déjà, parce que ça commence à un âge quand même précoce. Hein. Bah oui, en troisième année maintenant, troisième année primaire. Hein. Voilà. Et justement, l'enseignant que nous allons rencontrer aujourd'hui à travers notre émission, il sera accompagné de deux de ses élèves. Et il a une méthode très particulière basée sur des codes. Ah bon, c'est intéressant. On aura un peu plus de détails dans un petit moment. Ce matin, nous rencontrerons aussi une artiste qui viendra accompagnée de sa guitare. Oh, bien. N'est-ce pas? J'aime bien la guitare. C'est quoi ton instrument préféré? Franchement, peut-être la percussion. La percussion? Ouais. D'accord. Ouais. Moi, c'est vraiment la guitare. Ah oui? Et la guitare sèche. Ah. Voilà, c'est vraiment un instrument pour moi classique. Non, c'est classique, d'accord. Voilà, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que c'est un instrument qui est très proche du cœur, qui est très proche de l'âme. C'est doux, oui. Après, tous les instruments sont magnifiques. Pour moi, la guitare, elle a une préférence. Elle a un petit quelque chose. On a toujours une préférence quelque part. Samira Hadjamar, dans sa rubrique, nous fera découvrir le cheval barbe. Alors, le cheval barbe, il faut dire qu'il fait partie intégrante de la culture, de l'identité aussi algérienne, parce qu'on le retrouve déjà depuis l'Antiquité. Il a fait ses preuves aussi durant la Révolution algérienne, pendant la colonisation française, particulièrement durant les résistances populaires, en compagnie de l'Émir Abdelkader par exemple. D'accord. Voilà, donc elle nous fera découvrir le cheval barbe. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Merci à Amel Almi, comme à l'accoutumée, qui elle nous prépare à chaque fois le programme du week-end. Mais avant cela, il y aura des pluies? Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, on va avoir un peu plus de détails, mais ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et elle nous promet des pluies. Inch'Allah, c'est pas moi. Oui, Météo Algérie. Voilà, s'il n'y aura pas de pluie, c'est pas Amel, hein, ce sera Météo Algérie. Météo Algérie, hein, je précise. Un peu plus. Il fera chaud, comme hier? Apparemment, on les a ressentis, les 26 degrés d'hier. Exactement, quand même. Oui. Je pense qu'on va les avoir encore aujourd'hui. Ça va continuer aujourd'hui? Oui, malheureusement. Bon, s'il y a des pluies, Malish. Malish, oui. Malish. S'il y a des pluies, même s'il fera 30 degrés, c'est pas grave. Oui, franchement, oui. Pourvu qu'il pleuve. Voilà, effectivement. Donc, il va pleuvoir? Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, tu nous donnes un peu plus de détails? Allons-y. C'est à toi. Merci, Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent nuageux. C'est pratiquement l'ensemble des régions nord, avec quelques pluies sur les régions de l'ouest. Mais ces pluies seront plus fréquentes sur les régions côtières et intérieures centre-est et est du pays, avec parfois des
orages et à noter des vents assez forts sur pratiquement l'ensemble des régions côtières et vers les hauts plateaux de l'ouest et le centre qui peuvent atteindre parfois les 80 km/h près des côtes. Quelques pluies prévues sur les hauts plateaux de l'est. La moitié sud, le ciel restera passagèrement nuageux avec quelques pluies vers le Nord Sahara et les oasis. Ailleurs, rien à signaler. Le temps restera plutôt dégagé avec toutefois des sources de sable cette fois-ci vers le Sahara central. Les températures. L'après-midi, eh bien, Météo Algérie prévoit 13 degrés seulement du côté d'Al-Bir de Djelfa, 14 Tiaret, 16 du côté de Batna, 18 Constantine, 17 à Tizi Ouzou, 22 à Annaba, également Tlemcen, 21 Alger, Oran, également Biskra, 19 seulement à Béchar, 20 degrés à Gardaya, 26 Tamanrasset et Janet, 24 à Tindouf, 29 à Insalah, 32 degrés Ilizi et Ingazam et 33 degrés le maximum à Borj Bedji Mokhtar. La mer aujourd'hui eh bien, se montrera très agitée, même parfois forte, sur l'ouest, le centre et l'est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 80 km/h sur les côtes centre et est. Les vents seront de secteur sud sur les côtes est et de secteur ouest à sud-ouest sur les côtes ouest et centre du pays. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Asie, où le temps restera plutôt pluvieux, plus exactement avec des orages à Manille, Singapour, partiellement voilé à Dakar, Colombo, plutôt dégagé à Tokyo, Pékin et New Delhi. Le mercure affichera 4 degrés seulement à Pékin, 16 à Tokyo, 27 à New Delhi, 28 à Dakar, 23 à Hong Kong et le maximum cette fois-ci à Bangkok avec 33 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. On retiendra quand même une petite baisse de la température. Hein, 26 hier, 21 aujourd'hui. Exactement. Donc, ça va. Ouais. Inch'Allah, j'espère qu'il y aura de la pluie. Oui, c'est ce qu'on espère aussi. Inch'Allah. Voilà, un peu plus de détails après le journal du midi, après celui de 19h. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bonne journée à toi. Pause musicale, comme à l'accoutumée. Cette fois-ci, ce sera hommage à Hasni Allah Rahmou Saleh. Et c'est Zeki Mihoub qui lui rend hommage dans ce clip. Et on se retrouve juste après. وانا يا غير السقا هو
عمري طول يا قلبي لقد بيا الأحوال. De retour sur le plateau, c'était donc un hommage à Hasni Allah yarhamou Saali, c'est Zaki Mehoub, donc il lui rend hommage. Et cette fois-ci, nous recevons Ahmed Grega. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaikum, narkum barouk. Alors, c'est ce que je disais ce matin au sommaire. Ahmed, aujourd'hui, vous venez avec un pincement au cœur pour présenter la rubrique d'aujourd'hui. Et une larme aux yeux aussi, parce que c'est une grosse perte, il faut dire. C'est une très grosse perte, parce que d'autant plus qu'on l'a connu, on l'a pas côtoyé beaucoup, mais quand même, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait croisé dans sa vie si Saïd Chiban, professeur Saïd Chiban, et qui ne soit pas triste maintenant. Vrai. Même ceux qui l'ont connu peut-être à la télévision, à travers le téléviseur, mais tout le monde est triste parce que quand même, même à 97 ans, mais quand même, c'était un repère. Chaque fois, croiser professeur Chiban, c'est un événement. On ne peut pas oublier la journée. Donc, il était jeune, bon, il est né dans un contexte très particulier. Il est né dans les environs de Bouira, Mchdala, le village Chorfa, en 1925. Le contexte, on connaît ce qu'il était. Donc, il devait étudier. Au début, c'était l'école coranique, bien sûr, les premières sourates. Puis il commence très tôt l'école française et là c'est le premier choc, c'est le choc colonial, c'est la réalité, d'autant plus qu'ils étaient dans une contrée comme ça isolée, donc il y avait les grands propriétaires terriens qui étaient dans la région, eux c'était les rares qui pouvaient peut-être se permettre d'aller à l'école, donc c'est le premier choc. Ils étaient une minorité chez eux. Donc, dans une classe peut-être de 20-30 élèves, il y avait combien d'Algériens qui étaient avec ces élèves. Donc, il commence à étudier, il a sa 6e. Donc, pour faire le CEM, il doit venir à Alger, déjà. Donc, lycée Le Mokarani, il y avait un petit CEM à l'intérieur. Puis arrive le contexte de la Deuxième Guerre, donc 39-45. Donc, tout est chamboulé, ils doivent se déplacer, puis le lycée, puis il y a un moment d'arrêt. Et il termine son lycée dans un lycée à Miliana. Et c'est là où il rencontre des noms qu'il va revoir dans le mouvement national, entre autres Aït Ahmed Allah yarhamou. Et donc on voit bien le contexte, comment ça s'est fait. Donc il y a l'initiation au mouvement national. Et puis à Miliana, il est initié au scout musulman, le Kshafa, dans le propre groupe de Si Mohamed Boras Allah yarhamou, le Khaldouniya. Et donc on voit, donc c'était des gens qui n'avaient pas le temps, donc ils étaient très occupés. Puis il choisit comme langue, comme deuxième langue, parce que il choisit comme langue étrangère la langue arabe chez lui. Donc c'est vraiment le comble. Hein, comme quoi, exactement, c'est le comble. C'est le comble, oui. C'est le comble. Donc les Algériens, quand ils voulaient étudier, et puis à un certain moment, ils voulaient les obliger à choisir langue arabe mais dialectale. D'accord. Donc, bien sûr, si c'est le dialecte, on vous coupe du monde musulman. Parce que le lien, je me souviens une fois, un ami, il me disait, vous avez beaucoup de chance dans le monde islamique, vous avez gardé votre latin. Ce qui n'est pas notre cas. Oui. En Europe, on a perdu le latin, il n'y a plus de lien. Alors que nous, on a, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, lui, il choisit l'arabe, puis l'allemand. Et c'est à partir de là qu'il maîtrise l'allemand, il obtient son bac, il décroche son bac juste après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin en 1946. Il va à Strasbourg pour étudier. Et à l'époque, il dit, je suis parti en Allemagne. Donc je me dis que peut-être Strasbourg était encore... il y avait peut-être dans le contexte... Les frontières n'étaient pas encore dessinées? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il étudie en allemand, donc il fait médecine, et là, il va rencontrer des Moyen-Orientaux, des Syriens, peut-être des Libanais, des Égyptiens qui étaient en Allemagne pour étudier avec. Donc, il dit, et là où j'ai pratiqué l'arabe, parce qu'il devait communiquer avec ses camarades, donc, et je les aidais aussi à étudier, parce que comme il maîtrisait l'allemand, il l'a étudié plus qu'eux, il avait aussi des bases en latin, donc il les aidait aussi à traduire leurs cours. Et donc, il s'est fait connaître comme ça. C'est une carrière, donc, il termine, donc, puis arrive le mouvement national, il est parmi les fondateurs de toutes les unions, des étudiants musulmans algériens, puis des étudiants arabes, l'union des... Donc, il y a plein de choses qu'il fait. Il fait même du théâtre. Donc, il donne des conférences, entre autres dans le club des étudiants.
Et donc, quoi encore? Et puis, donc, au moment où il allait terminer sa thèse, doctorat, ça c'est une photo prise au CRAG. Il était venu il a fait une conférence. À l'époque, on avait une activité qu'on a appelée le cercle de lecture. Et là, c'est la photo avec l'ensemble des présents. Et lui, il est au milieu avec Amereda, entre autres, Amereda Abdestanji. Il y avait Sihmed Souki, Cheikh Hamdan, le directeur du CRAG, bien sûr, et tous les collègues. Donc, ça, c'était en 2016, je crois. Pour vous dire, là, il y a une anecdote sur cet événement, parce que je l'avais croisé au moment où il y avait un hommage qu'on donnait à Cheikh Tahar Ait Al-Jet au Palais de la Culture. Je suis parti le voir, je lui ai dit, voilà, professeur, je voudrais, si c'est possible, je voudrais bien vous inviter à nous faire une conférence au CRAG. Il me dit, non, il ne faut pas m'inviter. Moi, je suis choqué comme ça, donc je reste comme ça. Il me fait, il faut me convoquer. Ça a tout son sens, exactement. Finalement. Hein. Il me dit, donc vous m'appelez, je viens. Voilà, donc là, on ressent carrément l'engagement pour la science, finalement, l'engagement pour le partage. Voilà, exactement. C'est un homme très particulier. Là, on va voir une photo de lui. Ça, c'était dans un colloque que le CRAG avait organisé en 2016. En belle compagnie, d'ailleurs, exactement, avec Amé Zahir Lahmo. Donc là, il intervient, c'est une très belle photo. À chaque fois, il intervenait. C'était un homme très posé, très pondéré. Il pesait bien ses mots. Et c'est un homme, donc, quand on lui a demandé de prendre la responsabilité du ministère, en 92, ministère des Affaires religieuses, il a accepté à condition qu'il ne lâche pas son service d'ophtalmologie. Oui. Et effectivement, donc la matinée c'était à l'hôpital, l'après-midi jusqu'à très tard le soir. Donc c'était pas, il faisait plus que ses 8 heures, même au ministère. Donc il faisait le double service. Il y a même des fonctionnaires du ministère, ils m'ont raconté, donc ils avaient des problèmes, il leur demandait donc d'aller le voir à l'hôpital et il a sauvé pas mal. Exactement, il prenait en charge. Donc puis il a aussi côtoyé de grands noms. Un nom qui n'est pas très connu, c'est Abdelwahab Ben Hamouda, qui a été au début directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses, puis secrétaire général. C'est vraiment l'architecte des Multaqa al-Fikr al-Islami, des colloques de la pensée islamique. C'est l'architecte. Donc ils se réunissaient pendant des semaines, même des mois, au début pour choisir le thème. Et puis, donc, il y avait lui, il y avait Abdelwahab Ben Hamouda, Ammar Talbi, plein de noms comme ça. Donc, chaque semaine, il y avait une réunion. Ils choisissent le thème, puis ils choisissent les invités. Donc, le programme, le lieu, donc tout ça. Et c'était un travail qui durait donc minimum 6 mois par an. Donc, il était avec eux. Malgré toutes ses responsabilités, son travail, sa responsabilité familiale, j'imagine aussi, mais il était avec eux. Là, c'est une lettre, c'est peut-être l'un des derniers mots qu'il a écrit, donc c'est le 11 octobre 2022. Donc, il y a une association qui veut lui rendre hommage dans son village à Sharfa, Jam'iyat Kafil Yatim. Il leur répond comme ça. C'est une association très active d'ailleurs, on la reçoit souvent sur nos plateaux. Donc ça, c'est juste la section locale qui voulait lui rendre hommage et il leur répond donc avec sa calligraphie. Donc je remercie les gens qui ont mis toutes ces images sur le net aussi. Il y avait aussi à la fin, en 2000, le programme, la fameuse émission qui a été émise ici au Canal Algérie, Lumière du Coran. Oui. Donc là, c'est aussi un travail on lui a demandé de le faire. Donc le bonhomme, donc il peut tout faire, mais il ne va pas faire seul. Donc, il s'associe à ses amis. Donc, il invite Dr Mahmoud Smati, Sib Abdelwahab Ben Hamouda et Ammar Talbi. Et comme ils sont très studieux et très sérieux, donc ils préparent l'émission 3 fois par semaine. Ils se rencontrent chez lui. Et la 4e fois, c'est ici,
C'est l'enregistrement, donc il y a plein de débats. Donc ils ont commencé par introduire les définitions, l'histoire du Coran, et puis ils ont commencé l'exégèse du Coran. Ils sont arrivés à Sourate An-Nur, donc ils ont presque terminé tout le Coran. C'est un travail qui a duré plusieurs années, et peut-être on pourrait suggérer qu'ils le repassent. C'est le moment de le repasser parce que c'est un message vraiment d'homme très sage, très pondéré, avec une vision très algérienne de la religion. Lui-même, peut-être que on voit aussi son caractère à lui. C'est le caractère typique du savant algérien. Oui. C'est un grand savant sans aucune prétention. Il faut le faire. Aucune prétention. Aucune. Il est très modeste. Oui. D'une modestie mais vraiment extraordinaire et enfin je ne sais pas donc Alors en attendant de reprendre votre souffle, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, exactement, n'est-ce pas? Alors là je vous propose d'aller voir un extrait justement de Saïd Chiban, cette fois-ci il ne va pas parler de Sourate An-Nur mais plutôt de Ayat al-Kursi. Donc je vous laisse voir cet extrait de Saïd Chiban, on se retrouve juste après. Ce sont des expressions métaphoriques, qui nous rapprochent du sens et qui signifient essentiellement la souveraineté, la toute-puissance divine. God's absolute sway over all his creation. Très bien, sur toute sa création. Voilà. C'est ça. Mais en ce qui concerne prosternation, on parle de ça après. Je crois que Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi est traduite généralement par le verset du trône, qui est le verset maître en tout cas dans le Coran. Et un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le Kursi par rapport au Arsh n'est qu'une petite anneau, un petit anneau dans un très très grand, un immense dans espace, un désert, un immense espace, un petit anneau dans un immense dans un désert. Si on devait donc donner des métaphores, voilà. Tout en sachant que ce petit anneau, c'est Samawat voilà. Ce qui concerne ces mots métaphoriques, il faut mentionner qu'il y a dans l'histoire de l'islam deux tendances. La tendance des as-salaf, Adam al-Ta'wil, littéraliste. Nous ne savons pas la signification exacte. Mais la deuxième tendance, sans imposer un sens. Voilà, c'est L'imam Malik. La deuxième tendance, c'est la tendance des modernes, al-Khalaf, qui interprètent ces... Voilà, c'était un extrait qui nous renvoie quand même aux années 2005-2006 environ par rapport à cet enregistrement particulièrement. Donc on voit quand même une très grande complicité, un véritable échange, une véritable discussion autour d'une thématique particulière. Mais c'est des gens qui potassent. C'est ça le message, c'est des gens qui travaillent même à leur âge, on voit qu'ils n'étaient pas très jeunes. Donc en préparant cette émission, ils se documentaient, ils se préparaient, ils se réunissaient, ils établissaient leur synopsis et ils se présentent à la fin. C'est des gens rares, sont enfin, je ne vais pas dire autre chose, mais c'est des gens, et ça se voit qu'ils ont été formés comme ça. C'est des gens parce que si au Coran qui était ici, on demandait de faire bien, l'Algérien devait être excellent pour avoir peut-être le moyen. Donc ils devaient vraiment, et ils ont été éduqués comme ça et formés comme ça. Donc à chaque fois, c'est un engagement d'excellence. Un engagement d'excellence et un sens de responsabilité. Exactement. Un sens de responsabilité par rapport à ce qu'on offre. Exactement. Et là, donc, il y a aussi un projet international auquel a participé le professeur Chiban, c'est le fameux Celui-là, c'est le dictionnaire médical. Médical unifié, donc trilingue, arabe, français, anglais. Là, c'est la version anglaise-arabe. Donc, c'est un projet qui a commencé en Syrie. Et il raconte, si Saïd Chiban, quand il a été secrétaire général de l'Union des médecins algériens, il est parti en 1971 en Syrie pour assister à un colloque. Il a entendu parler du projet, il a demandé à assister, juste pour voir comment ça se passe. Donc, peut-être qu'ils ont commencé à discuter. Ils lui ont demandé d'intégrer le groupe et du coup, il est devenu membre du groupe, il a travaillé. Ils ont travaillé pendant des années, donc pendant les années 70. Chaque fois, ils se réunissaient dans une capitale arabe, donc il y avait le groupe.
Et ils ont travaillé sur le... Et la deuxième version a été publiée en Suisse en 1983, où on voit son nom dans la liste des auteurs, dans l'image qui suit, on va voir après. Donc, il a travaillé aussi dans ça. C'est la dernière édition après, ça n'a pas été actualisé depuis. Je ne sais pas. Peut-être que ça a été repris d'une autre façon par d'autres gens. Là, on a Dr Saïd Chiban Algéria. Donc ça, c'est la troisième édition de 73. De là, donc, il y a eu une autre édition. Il y a eu la quatrième édition. Exactement. Je pense que c'était la dernière. Parce qu'il y a eu la création d'autres centres de travail. Donc, il y a le Mujamma al-Lugha al-Arabiyya. Donc, ils ont chaque Mujamma, chaque institution a son édition à elle. Je ne sais pas s'il continue à travailler en groupe, mais il a aussi été président de l'Association algérienne d'histoire de médecine. Maintenant, c'est notre ami ici, Mahmoud Arwa, qui est président. Donc, là aussi, ils ont organisé des colloques, des conférences. Ils ont fait des traductions aussi. Donc, c'est vraiment, on n'en termine pas. Et je souhaite beaucoup de bon courage à celui qui va un jour se consacrer à rédiger la biographie de Saïd. Parce qu'il était très modeste, il a fait beaucoup de choses qu'il ne racontait pas, qu'il ne disait pas. Donc, il va falloir vraiment fouiner. Donc, et je lui conseille de commencer dès maintenant pour avoir les témoignages des gens qui l'ont côtoyé, parce que ça va être dur, cette humilité qui est chez les Algériens, les grands noms comme ça, c'est vraiment le poids du savoir qui fait qu'ils ne disent rien sur leur... Vous allez leur poser... Il faut vraiment creuser pour qu'ils vous disent un mot comme ça. Moi, et j'en ai fait des expériences. En tout cas, Saïd Chiban, nous, autant que journalistes, on retient de lui justement toute cette disponibilité, parce qu'à chaque fois qu'on l'appelle, soit pour des simples interviews, soit pour assister à un débat télévisé, il était là. Il fallait l'appeler un petit peu à l'avance parce qu'il venait toujours avec les dernières revues scientifiques, avec les dernières publications scientifiques. On voyait qu'il était là toujours à actualiser ses connaissances, à actualiser son savoir. Donc, s'il vous demande de lui rendre un service, n'allez surtout pas penser à lui en faire cadeau, parce qu'il refuse. Il demande un livre, un document, vous lui dites, OK, je vais vous faire, c'est un article, je vous fais la photocopie, je vous paye. Combien? Sinon, je ne prends pas. Là, il vous met devant le fait accompli. Oui, sinon, il ne prend pas, il était très sérieux. Quand même, je ne prends pas. Si je ne paye pas, je ne prends pas. C'était comme ça, si ça a été. Et donc, c'est ce qu'on a essayé peut-être de faire le tour. Inch'Allah, on y reviendra quand on sera un peu plus apaisé, on va dire. Exactement, Inch'Allah. Mais on en garde un très bon souvenir. Et il faut dire qu'il a marqué son époque. Il a été aussi témoin d'une époque. Il a été même jusqu'au... Moi, je l'ai eu au téléphone, ça fait à peine quelques mois. Donc, mais il est resté très serein, l'esprit très vif. Il m'a chargé d'une tâche, il faut que je la fasse. Maintenant, je m'en rappelle. Oui. On peut la savoir, la tâche? Ah oui, il m'a demandé il m'a dit, est-ce que tu connais Sousi? Je lui ai dit oui, bien sûr, c'est le texte classique que les étudiants des Zawiya étudiaient en astronomie. Il m'a dit oui, c'est très important, il faut le traduire et le mettre à la disponibilité des gens. Et il m'a demandé, et tu le fais comme ça. Et vous l'avez fait? Non, pas encore. Alors il faut le faire. Oui. Maintenant, on sent le poids de la responsabilité. Exactement. Maintenant. Exactement. Voilà. Ahmed, justement, Saïd Chiban, il a beaucoup travaillé pour la religion et ce qu'on retient de lui, parce qu'il a un petit peu cette double casquette d'être le chercheur en religion, mais aussi d'être le médecin, le scientifique, d'essayer de
j'ai pas envie de dire comparer, mais associer un petit peu la science à la religion. Oui, il était très féru. Il le dit dans sa jeunesse en 1948, quand il a rencontré le livre de Malik ibn Nabi, le phénomène coranique. C'était une ouverture de ses yeux. Il nous a donné des arguments pour contrecarrer les profs qu'ils avaient à l'université, des racistes, donc qui dénigraient l'islam, qui méprisaient les musulmans. Donc il leur a donné quelques arguments scientifiques pour pouvoir se battre, pour pouvoir résister. Il y a même un gars qui lui pose la question, est-ce que tu as eu un problème parce que ta formation de scientifique avec ta tradition de musulman et tu es resté dans la tradition, est-ce qu'il n'y a pas eu de contradiction chez toi? Il dit non, j'ai vécu tout ça avec une âme très apaisée et je ne voyais pas de contradiction entre les deux. Et de là, donc, il a eu aussi comme professeur de langue arabe Hamza Boubacar, celui qui a fait la traduction du Coran et son tafsir, le recteur de la mosquée de Paris. Donc, il l'a beaucoup influencé. Il a eu aussi de très bons profs à l'université. C'était quelques noms, il les cite même, Aaron et d'autres, qui l'ont aussi marqué parce qu'en médecine, il y a beaucoup de... Il y a la partie un peu qui reste mystérieuse du corps humain, de l'âme, donc ils sont plus sensibles, plus que peut-être que les physiciens ou les électroniciens qui sont plus matérialistes. Mais donc, et lui, il était vraiment dans ça. C'est pour ça que quand on voit le titre de l'émission, Lumière du Coran, donc on comprend qui est l'initiateur. Il a travaillé, donc à chaque fois qu'il y avait ce qu'ils appellent Ijaz al-Ilmi al-Qur'an, donc il aimait vraiment ça. Et donc il allait participer. C'était en quelle année? En 2017. Il y avait une rencontre qui a été organisée à la Bibliothèque nationale où il était présent. Donc, il y avait 2 journées à la BN, à la Bibliothèque nationale et à la Polytech. C'était sur la foi, la science et la foi. Oui. C'était ça le thème. Donc il était présent, il a pris la parole. Donc il était vraiment dans... Alors justement, Ahmed, parlant de Bibliothèque nationale, il faut dire que nous, déjà, autant qu'étudiants, on le rencontrait beaucoup au niveau de la Bibliothèque nationale, toujours avec ses gros livres, toujours en train d'étudier, de faire ses recherches, même quand on allait l'aborder, il était là, il était à notre écoute, il répondait à nos questions. La Bibliothèque nationale, c'est un peu, on va dire, la mecque de tous les étudiants. Hein. Et justement, au niveau au niveau de la Bibliothèque nationale, aujourd'hui, il y a un grand travail de préservation de manuscrits, notamment manuscrits Masahif, n'est-ce pas? Alors là, je vous propose qu'on aille voir un reportage sur la préservation des manuscrits, des livres saints particulièrement. C'est un reportage signé Samira Hadjamar et on se retrouve juste après. Des fragments, des parchemins, des manuscrits, rares, précieux, sont jalousement gardés à la Bibliothèque nationale d'Algérie. Ces trésors cumulés depuis bientôt 200 ans sont le témoin de grands moments de l'histoire du monde. La Bibliothèque nationale d'Algérie conserve dans ses coffres 4500 volumes de manuscrits dans tous les domaines ou toutes les sciences. On trouve dans le coffre des manuscrits en sciences islamiques, comme le hadith, le fiqh, le fiqh, l'aqida. Et à côté de ça, on trouve bien sûr des manuscrits en géographie, histoire, mathématiques, médecine, pharmacie. Et bien sûr, un manuscrit très rare en gériatrie, c'est la médecine des vieux. La parole du divin, transcrite avec amour et patience dans l'or et l'ornement, de pierres précieuses et de cuir, de forme originale, d'écriture appliquée par les maîtres de la calligraphie persane et arabe. Le plus ancien de ces manuscrits date du IIe siècle de l'Hégire et le plus récent de ces manuscrits date du XXe siècle. La Bibliothèque nationale conserve 139 manuscrits du Coran. Ce qui caractérise ces collections de manuscrits, c'est qu'on a le plus ancien, ou on possède le plus ancien manuscrit écrit sur parchemin avec une calligraphie koufique. Il date du 8e siècle de l'ère chrétien et le 2e siècle de l'Hégire, bien sûr. Voilà. À côté de ce manuscrit, ce genre de manuscrit, on a des manuscrits très précieux qui contiennent de l'or
Et bien sûr, ils l'ont avec des enluminures en utilisant de la pierre lapis lazuli. Thomas Ben Yahya, l'unique spécialiste du filigrane en Algérie et dans le monde arabe, nous explique le procédé. On peut bien sûr voir à travers une table lumineuse. C'est une technique pour voir un filigrane qui se trouve dans le papier. Et à travers ce filigrane, et en consultant quelques ouvrages, on peut trouver la date exacte ou le siècle quand le papier a été fabriqué. Ces chefs-d'œuvre du patrimoine national sont soumis dès leur acquisition à un traitement de conservation. Quand on reçoit des manuscrits, c'est la première des choses. On commence par l'évaluation scientifique et financière. Mais ces manuscrits, on va les proposer à la Commission nationale d'acquisition des biens culturels au niveau du ministère de la Culture. Oui. C'est le ministère ou la Commission qui décide pour l'achat de ces manuscrits. Ensuite, on peut, après bien sûr la réunion de la Commission nationale, qui décide pour l'acquisition. On reçoit ces manuscrits au niveau du service des manuscrits. La première des choses, on va les envoyer au service conservation. Donc des analyses microbiologiques sont effectuées sur le manuscrit à son entrée au service de la conservation afin de détecter s'il est atteint par des moisissures. Dans le cas où le manuscrit est malade, on doit justement le traiter par des produits chimiques ou bien le mettre dans un autoclave afin d'éliminer toutes ces moisissures. La Bibliothèque nationale d'Algérie reste ce lieu unique où il est possible d'admirer des livres et des objets singuliers, rares et inestimables. C'était donc un reportage de Samira Hadjamar, elle qui est revenue sur la conservation, la préservation, la restauration aussi des livres et des livres saints, particulièrement le Coran Karim, dans ce reportage. Vous reconnaissez, hein? Bien sûr, je reconnais tout le monde. J'ai reconnu, bien sûr, Mme Ben Yahya qui est la chef de service, et puis tous ses collaborateurs, Halim, Mohamed, Badira, Fatima. C'est pratiquement, c'est une deuxième famille, on est tout le temps avec eux. Donc, c'est une équipe très dynamique, ils travaillent. Et il faut dire qu'ils sont sur une partie très importante de l'identité algérienne. Donc, vraiment, le mot conserver n'est pas suffisant. Parce que c'est notre futur. Bien que c'est des pièces du passé, mais c'est notre futur parce que ça fait partie de nous. C'est des références, c'est quelque chose de très important. Le manuscrit, c'est une preuve. Il y a même des guerres de manuscrits dans le monde actuellement. Donc, quand vous voyez le marché qui se fait, quand on a vu la dilapidation de certains pays quand il y a eu des guerres, donc les gens sont partis prendre les manuscrits, prendre tout ce qui est vestige, tout ce qui est ancien. C'est une façon d'effacer l'identité du peuple. Exactement, c'est une guerre. Et maintenant, avec tout l'argent qu'il y a dans le marché, il y a les collectionneurs privés, et puis il y a d'autres calculs que peut-être on ne connaît pas maintenant, et on verra par la suite comment ça va évoluer. Donc c'est très important qu'il y ait une institution qui fasse ça en Algérie, et elle le fait très bien d'ailleurs. Donc le service, Inch'Allah, il aura plus de moyens et plus de... Donc la conservation actuellement, c'est une science qui évolue. Donc on a vu qu'il disait que Thomas Ben Yahya, c'est la seule spécialiste en Algérie du filigrane, c'est vrai. Le filigrane, quand il y avait en Europe, la production du papier n'était pas aussi répandue que ça. Donc chaque producteur mettait un signe à l'intérieur du papier, et comme ça, on peut identifier et le producteur et l'année ou la période ou l'époque de la production, et ça nous permet aussi de dater le manuscrit. Donc pour revenir maintenant chez nous, chez les musulmans, ce type de papier a posé problème parce que nous on fabriquait, ils appelaient ça le karat al-arbi. Donc quand il y a eu le papier européen, donc il y a eu des fatwas qui ont été demandés aux ulama, est-ce qu'on peut écrire un Coran sur un papier européen, parce qu'il n'est pas fait dans les mêmes conditions, donc de pureté.
Donc, il y a beaucoup d'histoires qui se font autour. Et il y a beaucoup de questions qui se font parce qu'il n'y a pas que la production du papier. Où se produisait le papier en Algérie, par exemple? Dans quelle ville? Dans quelle partie de la ville? Donc, la production de l'encre aussi. On avait vu toutes ces couleurs. Donc, des fois... Ça mérite toute une rubrique, ça, Ahmed. Je ne sais pas, mais c'est le manuscrit en tant que production, le produit. On appelle ça le support, donc le papier, l'encre et tout ça. Et on a aussi l'information. Donc, si on enlève l'information et on ne s'occupe que du support, c'est toute une science. C'est toute une science, la codicologie, on appelle ça. Donc, il y a plein de... Et puis, des traitements chimiques. Actuellement, les choses ont évolué. Donc, on fait de moins en moins d'interventions sur le manuscrit lui-même. On est passé à la congélation. Première des choses, bien sûr, il faut numériser. On nettoie, donc on enlève les parasites, on enlève tout. Et puis, on met dans une salle climatisée entre 16 et 20 degrés, avec une humidité de l'ordre de 50%. Et comment ça? Parce qu'ils ont vu, par exemple, dans les gens qui ont plus d'expérience, quand ils ont intervenu sur le document, avec le temps, et les produits chimiques sont par la suite ont attaqué le document lui-même. Donc, on fait de moins en moins ça. Et on essaie de trouver à chaque fois. Donc, c'est une science qui évolue. C'est une science qui évolue. Il y a des congrès internationaux qui s'organisent, et puis il y a de grands spécialistes. Il y a des livres qui sortent, des papiers. Donc, c'est un travail, c'est une spécialité. Effectivement. En tout cas, Ahmed, merci beaucoup. Aujourd'hui, mine de rien, on a parlé de deux sujets très importants, n'est-ce pas? Donc, merci d'abord pour ce bel hommage que vous avez rendu à l'un des piliers de la culture, de la médecine, de la religion aussi, ici en Algérie, Saïd Chibane. Si vous permettez un dernier mot, il est resté, je pense, 2 ans au ministère. Les documents qu'il a produits pendant son école, il n'y a aucun ministre n'a fait autant que lui. Donc, il y a surtout ce qu'il a créé, Mouassasat al-Masjid, et tout ce qui vient avec, et tout ce qui vient autour. Donc, personne n'a pu dépasser ça. Voilà, Inch'Allah, fi mizan hasana. Alors qu'il faisait la double fonction, donc il était ministre des Affaires étrangères et il était aussi, des Affaires religieuses, pardon. Exactement. Et par la même occasion, il était donc dans le service ophtalmologique. Exactement, il continue à travailler. En tout cas, merci beaucoup. Ahmed, alors vous avez un petit voyage maintenant, exactement, n'est-ce pas? On va tout de suite à Qasr al-Bukhari, il y a l'inauguration. Vous vous rappelez, on a fait un hommage aussi à Cheikh Sidi Mohamed El-Missoum de Qasr al-Bukhari, on l'a fait. Et aujourd'hui, c'est la réouverture de son école coranique. Donc, Inch'Allah, j'y serai si le Rabbi, Inch'Allah, yaqaddarna. Inch'Allah, merci beaucoup Ahmed d'avoir été parmi nous ce matin. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du musée des arts et traditions populaires en compagnie de Feriel Hamdi, elle qui nous fait découvrir les coffres d'Alger et en même temps donc pour les amoureux de la poterie. Ce mardi sera programmé un film documentaire qui retrace donc les techniques de la poterie, l'histoire de la poterie. Et dans ce reportage en compagnie de Feriel Hamdi, nous allons faire connaissance avec les coffres d'Alger. On se retrouve juste après. Si vous êtes passionné d'art et d'histoire, celui-ci est l'endroit idéal pour vous. Le Musée national des arts et des traditions populaires qui inclut de nombreuses œuvres d'art. Le mobilier de maison, c'est ce qui a le plus attiré notre attention. Les coffres berbères sont massifs mais non dénués d'élégance, ce qui leur a donné une réputation qui dépasse nos frontières. Ces coffres viennent de la Grande Kabylie, spécialement de la région d'Eril Ali et l'Arba'ana Tiraten, où c'était la fabrication très marquante dans les années 40. On trouve à l'intérieur du coffre des compartiments, un petit coffre pour les bijoux. Le grand espace est réservé pour tout ce qui est vêtements et couvertures, de tout ce qui est domestique. Et même ça, en plus, on a eu des témoignages par des visiteurs qui ont témoigné que ça conserve très bien la nourriture. Et autrefois, chez eux, c'est sûr,
ils ont conservé la nourriture à l'intérieur. Des coffres d'une beauté exquise et entièrement créés en bois, délicatement ornés de sculptures. On le distingue parmi les coffres qui sont exposés déjà il est très beau en décoration. En même temps, il y a un compartiment qui est des coffres secrets, mais qu'on ne les voit pas parce que ça fonde dans le décor. Donc du coup, il faut bien observer pour qu'on voit que ça s'ouvre. Et voilà, ça servait, par les témoignages, ça servait à cacher des armes ou des choses précieuses pendant la guerre de libération. Des coffres de mariés où s'incrustaient des oiseaux et des pans dans une chatoyance sans égale. Cet art qui est en voie de disparition, à part quelques artisans qui continuent à perpétuer cette tradition et cet art. Donc voilà, Sondouk al-Arousa, voilà, ça remplaçait les valises d'aujourd'hui. Donc la femme ou bien la mariée mettait toute sa dot à l'intérieur de ce coffre et partait avec toute la belle broderie, toutes les bijoux traditionnels, les tenues, sa toilette, tsdertha et tout. Donc c'était dans ce beau coffre qui fait rêver toutes les visiteuses qui viennent au musée. Les boiseries se sont aussi enrichies par des apports importants que des artistes tels que Bendeber, Sferksi, Adjaout, qui ont généreusement offert à cet art qui emprunte beaucoup à l'enluminure et à la miniature persane. Ces peintres maniaient de fins pinceaux pour projeter tout leur art en donnant à chaque passage un effet gracieux. Et voilà, c'était donc un reportage de Feria El-Hamdi qui s'est déplacé au niveau du musée des arts et traditions populaires pour nous faire découvrir le coffre d'Alger. Je vous le rappelle donc, ce mardi sera programmé un film documentaire autour de la poterie. Et à présent, nous allons nous intéresser aux langues étrangères, à la langue anglaise particulièrement. Pas que la langue anglaise, mais une nouvelle méthode qui plaît aujourd'hui à nos jeunes, aux lycéens, aux futurs bacheliers, particulièrement l'enseignant ou l'adepte de cette méthode avec ses élèves est parmi nous ce matin, à savoir Ramzi Hassan. Bonjour. Bonjour à vous. How are you? Fine, praises to Allah and you. مرحبا بك. Alors vous êtes teacher? Je suis enseignant. Voilà, c'est la question que je vous ai posée. Je suis connu le nom d'Ramzi Teacher, les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et tout. D'accord, je dis, vous êtes tellement jeune et tellement proche des jeunes que parfois on brise un petit peu quand même. Il y a un certain écart d'âge entre nous, mais j'arrive à comprendre pas un grand écart quand même. Pas si grand que d'autres profs, mais oui. Effectivement. Marhaba bik, Ramzi. Parmi nous également, comme je vous le disais, donc, les élèves de Ramzi, à savoir Lina Wadia. Bonjour Lina. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça se passe bien? C'est un plaisir de te recevoir, Lina. Merci. Alors, on va dire aux téléspectateurs que je te connais depuis que tu étais bébé. Ça va le mettre dans l'embarras. Vous pensez? Oh, ça m'étonnerait. C'est vrai? Non, tu es à l'aise. Non, je suis à l'aise. Eh ben voilà. Elle a l'habitude de la télévision. Ouais, probable. Elle a baigné dans ce milieu depuis sa jeunesse. Depuis son enfance, depuis sa naissance, n'est-ce pas? Et parmi nous, deux autres élèves aussi de Ramzi, à savoir Salah Zerouri. Salah, bonjour. Ça va? Marhaba. Et parmi nous également Mohamed Rida Noui. Bonjour Mohamed. Bonjour. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Marhaba bikoum. Le bon accueil. Ça vous plaît? Le bon accueil. Ça vous plaît? Non. Ça vous plaît, le studio? Oui, bien sûr. C'est la première fois? Oui. Salah, c'est la première fois pour vous aussi? Oui, c'est la première. D'accord. Marhaba bikoum. Ramzi, je reviens à vous. Donc, avant de parler un petit peu de la méthode que vous proposez aujourd'hui aux élèves, au terminal,
particulièrement. Je voudrais vous poser la question déjà par rapport à l'intérêt que portent les jeunes aujourd'hui par rapport à la langue anglaise. Donc on voit qu'il y a un intérêt, un engouement important par rapport à cette langue, n'est-ce pas? Vu que la langue anglaise, c'est la première langue au monde, et généralement, vu que maintenant toutes les séries, tous les films qui sont produits, la première adaptation, c'est en anglais. Ça veut dire que les élèves, ils aiment voir la première adaptation en anglais des séries, des films. Ça suscite plus d'intérêt vers la langue anglaise. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les élèves qui ont un bon niveau pour comprendre. Il y en a qui s'intéressent vraiment et qui arrivent à améliorer leur niveau. Mais il y en a qui, même s'ils essayent, c'est un peu délicat. C'est pour ça que, pour revenir au bachelier, pour ceux qui passent le bac cette année, je leur donne une méthode, je l'appelle code, ils la connaissent les élèves. Je vais faire un tour de table. Ils vont m'expliquer chacun comment... Chacun va vous donner un code, il y en a plusieurs. Ah ben voilà, je vais apprendre moi des codes alors aujourd'hui. Je l'espère. Certainement. Ces sont-là, c'est sûr. Ça va être pour chaque exercice, pour chaque leçon de grammaire qui existe, même pour les réponses du texte, parce que généralement, dans un sujet de bac ou un sujet d'examen, ou même les devoirs, le problème principal des élèves, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre le texte. Vu qu'il y a beaucoup de mots un petit peu délicats, de termes un peu difficiles, ils n'arrivent pas à comprendre le texte. Même si, du moment où l'élève n'arrive pas à comprendre le texte, il ne peut pas répondre aux questions qui s'en suivent. Mais c'est vrai que toutes les autres questions, après, sont rattachées au texte. Après, il y a l'exercice de la compréhension du texte. La compréhension du texte, le sujet du bac, il est composé de 3 parties. Il y a la compréhension du texte, reading comprehension, c'est 7 points. C'est noté sur 7. Après, il y a la grammar, c'est sur 7 points. Et pour les langues et les philous, le Shu'bat al-Lughat al-Ajnabiyya ou Adab ou Falsafa, il reste la production écrite, le paragraphe, c'est sur 6 points. Les 7 points de la compréhension du texte, ils sont un peu délicats à comprendre vu que les élèves ils n'arrivent pas à assimiler les termes et à assimiler les idées principales qu'il y a dans le texte. Le code, il est là pour les aider à mieux comprendre. À répondre, même si tu ne comprends pas bien le texte, dans la grammaire, même s'il y a des leçons, parfois au lycée, ils prennent 3 séances, 4 séances, peut-être 1 mois pour faire une leçon. Les cours, chez moi, les groupes, même s'ils sont nombreux, ils arrivent à assimiler la leçon en 1 heure, 40 minutes, sans qu'il y ait une seule personne qui n'ait pas compris. Très bien. Alors, en quoi consiste justement cette méthode des codes? En fait, c'est des astuces. C'est des astuces, mais ce n'est pas des astuces poussées. C'est des astuces par rapport à leur niveau, par rapport à leur compréhension. Je vais vous laisser les questionner. Ils vont vous dire quelques-unes. Ils vont m'expliquer probablement le texte, alors plutôt la méthode. Alors Lina, je vais commencer par toi. Avant d'aller chez Ramzy, donc avant de connaître Ramzy, avant de connaître sa méthode, est-ce que tu appréhendais, est-ce que tu avais peut-être un petit peu peur d'aller dans une classe où il y a beaucoup de monde, une méthode que tu ne connaissais pas? Bien sûr, j'avais peur au début parce que je trouve déjà le fait qu'il y a plusieurs personnes, plus de 100 personnes dans la séance pratique, déjà trafi. Il y a le stress et tout, c'est la première fois qu'il y a des élèves. Alors qu'en classe, au lycée, il y a 35 élèves où les profs ils ont du mal à كيفاش نفهمك شغل ما يقدروش يفهموا les élèves bien يخدموا غير مع des élèves اللي يفهموا يعرفوا هذيك la matière. D'accord. Mais عنده كيما قال لك c'est des astuces, c'est une méthode, c'est Alors, des je vais revenir à toi pour me donner quelques astuces, mais sinon Salah, tu appréhendais un petit peu? Non, tu étais sûr que ça allait bien se passer? Oui. كانت عندهم المرة الأولى كان احكي لي قبل ما تروح. قبل ما نروح كان عباد اللي نعرفهم راحوا عنده ديجا وداروا عنده حكاو لي عليه يقدر يفهم مليح وكلش بكرت عنده شفتها باللي صح كان فاش ماكش فاهمهم في المسجد ما تقرا ما نقراش حنا بزاف في المسجد بصح ما نفهموش بصح عنده تقدري تفهمي باسكو يدير طريقه اللي يقدر يفهمك بها تري سامبل وتفهمي وتوصلك المعلومه هذه. D'accord. Et pour toi, Mohamed, ça a été comment l'expérience? Bon, قبل ما نروح ليه كاع عندي دي زامي اللي قراو عنده اللي قالوا لي عليه بون دخلت عند بزاف اللي قبلوا اللي نقدر نقول لك كاين اللي فهمت عندهم شويه كاين اللي ما فهمتش عندهم كاع كاين اللي فهمت عندهم بيان سور مي مول ما دخلت عنده 2 سيونس هكاك 3 سيونس قريتهم عنده
فهمت بريسك اللي الواحد لازم له 5 mois باش يفهمها فهمتها في 3 séances دونك لي ريزولتا تاع واش راهو يدير باينه. Ça vous fait plaisir, hein, Ramzia, n'est-ce pas? Finalement, le bouche à oreille, ça marche bien. Hein. Non, loin de la publicité et tout, c'est ça. Enfin, c'est pas de la pub. De toute façon, c'est une bonne réputation qu'on se fait à un moment donné. C'est ça ce qui me fait plaisir, en fait. C'est quand je reçois des messages et je les affiche sur les stories, les réseaux sociaux, le compte Instagram d'Yali. Quand je reçois les messages 17, tout à l'heure, quand je suis allé récupérer Saleh, il m'a dit, Cheikh, بعثت لي la prof شحال ديت في l'examen. Bon, j'appréhendais un petit peu باش نسقسيه من بعد كي قلت له il m'a dit tu m'as dit 16,5 في l'examen ديالو. C'est ça ce qui me fait plaisir en fait, c'est de voir que ce que je donne parce que نتعب معاهم. C'est vrai que c'est fatigant. J'ai وصلت وين j'enseigne 300 élèves par classe. 300 في la même séance. C'est une conférence hein. C'est plus qu'une conférence Exactement. C'est une conférence, c'est généralement avec des personnes âgées. Là, il ne faut pas oublier que c'est des adolescents. Ça veut dire qu'ils ont des absences, ils doivent parler un petit peu entre eux, discuter, chahuter. Si la méthode n'est pas efficace, ils ne vont pas se concentrer. On ne peut pas capter leur intention, effectivement. 300, oui, alors justement, Ramzila, vous nous parlez de 300 élèves dans la même classe, donc les jeunes, ils nous parlent un petit peu d'appréhension, mais après, on est un petit peu surpris du résultat. Vous avez ramené quelques vidéos d'ailleurs de la classe. Je vous propose de voir une vidéo et on revient donc, pour voir un petit peu comment les jeunes aujourd'hui vivent donc, la séance avec Ramzi. Je vous laisse voir cette première vidéo, on se retrouve juste après. الكود تاع بريفكس روت سافكس الكود تاع فاينل ايدي المقدمه تاع الوضعيه الادماجيه بولفار 5 لا لسان تاع افتر وين اسون اس فهمناها كان الكود تاع بريفكس روت سافكس الكود تاع فاينل ايدي المقدمه تاع الوضعيه الادماجيه بولفار 5 Il y a du monde, hein, il faut dire, il y a du monde. Il y a eu beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Alors Lina, je reviens encore une fois à toi. Donc c'est bon, au début il y a eu quelques appréhensions. On va chez Ramzi et on est surpris et satisfait donc, du travail. Parle-nous un petit peu de la méthode, comment tu la conçois, comment tu la vis et comment tu l'appliques, surtout dans tes études aujourd'hui. La méthode, généralement, normalement l'élève يعرفها من صغره. Oui. Parce que c'est des techniques كيما قال لك يمدهم لك باش l'élève ما يستريسيش ديجا باش يعرف ديجا كيفاش يريبوندي في لو تكست مي les méthodes اللي مدهم لنا قلت لك سي دي كود ما فهمش شغل il donne tout pour ses élèves شغل c'est incroyable والله d'ailleurs le premier cours dès que j'ai assisté le premier cours عنده خرجت tellement excitée que كنت حابه نجوز لو باك le plus tôt possible. بالعقل لينا. بالعقل tu as d'autres matières, programme طويل. Non parce qu'il يفهم. Non mais c'est positif hein Ramzi, c'est positif. Alors Lina, tu peux nous donner un exemple? Code. Oui, par exemple. شلك. Alors, c'est quoi? Shlik. C'est en version ta sujet ou le verbe. Voilà, c'est par rapport à la leçon asking questions. D'accord. Ils leur donnent une phrase. Oui. Ils vont souligner un mot de la phrase et tu dois poser une question à laquelle la réponse à ta question soit le mot souligné. Souligné, oui. Voilà. L'une des méthodes, c'est كما قالت لك شلك قلي وقلب. باش تجيهم سهله sinon ils n'arrivent pas à assimiler. Si tu commences à leur parler en anglais pendant tout le cours, ils vont décrocher. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une langue qui leur est... C'est pas une langue maternelle. C'est pas une langue avec laquelle... C'est pas comme le français ou l'arabe où on grandit avec. Même le français, parfois, c'est délicat. Si tu commences à leur parler qu'en anglais pendant 2 heures, la moitié des élèves vont décrocher. Ah, ils vont décrocher. Ils vont décrocher parce qu'ils ne vont pas comprendre 3-4 mots, c'est bon. Après, ils ne vont plus capter l'idée. Effectivement, on les perd. Effectivement. Alors, Saleh, donc, tu la vis comment, la méthode? Comment donc avec un 16,5 de la Hibarak, donc on comprend que tu utilises bien la méthode aujourd'hui. Même بلا ما تقرا لي تكست تعرف تجاوب على لي كيسيون سيرتو تاع الجرام باسكو يفهمها لك او بوين وين تولي خلاص تشوفي سيجيبك تعرفي تجاوب ما تحطوا لك الشيخه تعرفيها. صالح عجبو الكود تاع tu fais quoi? C'est quoi le code ADA tu fais quoi? فهمنا فيه. Le A c'est le T
فاينل اس شغل يمد لك غير يمدوا لك عفايس تقول لهم وين يحطوهم هادو ديمو يقولوا نحطيهم زعما ستارت يقول لك وين تحطيها ولازم يمد لك الكود هذا بهذوك تي ولا اس ولا زعما كاين تو في كوا اذا لقيتي قبل لو اس تي ولا اف ولا لوك تحطيها تما دايره تما بلا ما تعرفي كاع هذيك بلا ما تقراي وفي المسج يقول لك قراي هذيك الكلمه باش تعرفيها بصح هو لا يمد لك هاد لا ميثود تري سامبل وتقدر تجاوبي بها. D'accord, donc tu fais quoi? Non mais j'aime bien. Et pour toi, Mohamed? Bon, il y a beaucoup de codes اللي يمدهم لنا même si تنساي واحد تلقاي واحد اخر اللي راح اللي اي والله يمد لك دي كود اللي ميم سي ما تعرفيش الكود الاول تلقاي كود دوزيام كاين تروازيام كاين اللي يخليك ميم سي تنساي ما تنسايش. هذه حاجه بزاف مليحه باسكو بون خدمت بواحد الكود اللي تاع كود فيفا. ان بلوس كاين كود فيفا وي كاين تاع لا فورماسيون هذا السر ما تنساهش بيان سور ما ننساهش كود فيفا هذا السر ما تنساهش. J'essaie de leur donner des codes, ils ont un rapport avec leur quotidien. Voilà. Par exemple, كيما هذايا كيما قال لك tu fais quoi قبل ما نبدا لهم الكود نقول لهم ليكيب قبل ما تبعث ميساج في انستا باش تقصي واحد واش راك دير واش تقول له tu fais quoi باش نكتبوها كلكان كاسكو tu fais ما يكتبوها جينيرالمون يكتبوا تي والاف والكيو ولا عندك كيما قال لك الكود تاع فيفا سا سي لان دي طابلو اللي يطيحوا بزاف في لي سوجي تاع الباك ولي زيكزامان. Je pense que vous l'avez déjà connu, tu as préfixe, root, suffix. Le préfixe, le suffixe, et tu gardes le radical au milieu. Oui. Voilà, ça veut dire que tu dois décomposer le mot pour prendre le préfixe qui vient après, avant, le suffixe qui vient après, et tu gardes le radical au milieu. عطيت لهم الكود تاع فيفا فورماسيون باش دير 442 445 جيسبر كو ما ينساوهش كامل. الكود هذا وي بيان سور الكود تاع فيفا suffix and prefix. Voilà. suffix and prefix يعطيك باغ اكزومبل لا فورماسيون كاين 4 مو اللي كي تلقايهم كيف عارفي بلي حد يدير في سافيكس هي كيما الفورماسيون 445 هي برك الفورماسيون تاع البالون كاين 11 مي هذه فايته دونك انا هذا كود فيفا سير ما نشدوش باسكو جي ريان افوار افيك لو فوتبول مي على بالك بلي كاين فورماسيون في على بالي داكور دونك يعطي لك باغ اكزومبل 445 كاين الكات الاولين لي في لا ديفونس لي رومبلاسون نو كاين لي رومبلاسون وحدهم كاين الكات الاولين في لا ديفونس الكات دوزيام في الميليو والكات ل 5 الاخرين في لاطاك وكاين دي رومبلاسون هذوك لي رومبلاسون اللي ما يطيحوش بزاف مي اذا طاحوا بدلوا معك شي وحده من لي فورماسيون من الفورماسيون هذيك تكوني تعرفيهم باسكو جا مدهم لك ما تنسايهمش سي ميم كي يطيحوا لك تكوني على بالك تعرفيهم. Je suis jalouse franchement. Vous voulez repasser le bac? Oui. نعاود نجوز الباك. Candidat libre. À condition. Je continue le même parcours professionnel que j'ai fait. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Je reste sur mon parcours professionnel. عاود الباك غير في l'anglais. نعاود الباك غير في l'anglais. Les autres matières معليش شوف شحال تدير في l'anglais. يا إما moi je refais le bac juste في l'anglais. يا إما vous allez ouvrir des classes pour les adultes. C'est plus intéressant, je pense. Pendant l'été. Pendant l'été, parfois, je me repose parce qu'il faut savoir qu'il حق juin le bac. خلاص ماشي غير انايا كاع الاساتذه اللي يمدوا كيما انايا ويخدموا اون فاتيغي اون اكستينوي يلحق لو 12 جوان انا نستنى فيها افيك امباسيونس نستنى اكثر منهم لو 12 جوان ديجا هما ils ont une pression mais ils ont une pression que pour eux-mêmes انا جي une pression تاع جيش ورايا احسبي في الجي سونتر فايته 200 élèves فاين et puis il n'y a pas que les élèves parce qu'il y a les élèves il y a leurs parents et il y a vous votre conscience voilà on a mes consciences bien sûr exactement oui. Voilà. Ça veut dire que eux la pression qu'ils ont c'est vrai qu'elle est importante mais ça concerne que eux que leur personne moi la pression que j'ai ça englobe 800, 1000 élèves peut-être. Voilà, effectivement. Alors nous avons une autre vidéo, une autre méthode. Cette fois-ci, je vous laisse voir cette vidéo, on se retrouve juste après.
Voilà, c'était donc une autre vidéo. Je reviens à vous, Ramzi. Donc on voit que ce sont des codes, comme vous avez dit, des astuces, des codes donc, qui sont tirés du quotidien donc, de ces élèves. Alors vous, comment vous faites pour définir ces codes-là? Pour définir. C'est-à-dire pour dire telle méthode, ça va être FIFA, telle méthode, ça va être quoi? Schling schling. Et Saïda, on va en parler dans un petit moment. Hein. En fait, avant de faire n'importe quelle méthode ou n'importe quel cours, je ne regarde pas, comme elle vous a dit tout à l'heure, il y a certains, peut-être pas que la matière d'anglais, peut-être qu'ils travaillent qu'avec les élèves. Bon, avant de faire n'importe quelle méthode, je dois me mettre à la place de l'élève le plus, on va dire, le plus médiocre. Celui qui a le niveau le plus bas en anglais في لا كلاس تاعي. واذا هذاك قدرت شفت بلي لا ميثود هذه راح تفهموا مليح هذيك هي لا ميثود اللي راح تمشي صافي ديك يا دي كود كيما يقول لك كاين الكود تاع عمومك وخوالك وسي يونا بليزيور كود تاع مازال ما لحقولوش الكود تاع مود حمامه يونا بليزيور تاع اتس هاي تايم مازال ما ختمتها لكم في دوزيام تريمستر parfois je passe 5 jours 6 une semaine مع une seule méthode je la simplifie. Après, je trouve que non, il y a encore un peu. Il y a des lacunes. Il y a encore un peu d'ambiguïté à l'intérieur. Il y en a des élèves, un élève qui a un certain niveau, il pourra la comprendre, il pourra l'assimiler, un autre beaucoup moins. Et comment vous pouvez le savoir alors que vous avez 200, 300 élèves, on vous le dit? À l'entrée de chaque séance, même s'il y a 50, 60, 80 élèves par classe, 100 élèves par classe même, je leur dis l'équipe, لو كان يكون كاين élève واحد ما يفهمش واش راني نكسبليكي يروح لادمينستراسيون il récupère l'argent ديالو. هذه je le dis dans tous les écoles اللي نخدم فيهم. Je travaille في Alger Centre, عين نعجة, باب الزوار, باب الواد. Donc, les vacances تاع الشتاء ça va être en fait le problème chez certains élèves ou enfin d'une manière générale c'est que parfois la personne elle est un petit peu timide donc elle n'arrive pas à s'exprimer correctement, elle est un petit peu timide. Donc comment vous arrivez à savoir que voilà, il y a quelques petites lacunes avec l'un de vos élèves ou... Je passe. D'accord. Je passe même s'il y a 100 élèves, même si je passe au milieu de la classe. Et je regarde là, les séries qu'ils font, je regarde plutôt les exercices, quand je leur donne des exercices, je regarde les réponses d'Alhom, هذا عنده une lacune هنا, هذا عنده une lacune لهنايا. Et généralement, ils arrivent à assimiler كما قلت لك. لو كان نشوف بلي le code هذاك ماشي كاع les élèves راح يسيميليوه c'est pour ça qu'on arrive à atteindre les 300 et les 350 par classe. Voilà, et puis on voit qu'il y a une très grosse interactivité. Hein. Oui. Une très grosse interactivité. En fait, c'est quoi le secret de ce code Saïda? هذا يطيح في كاع لي بوك وي تما هو مدهولنا غير يحطك سوجي تاع البوك حتعرف فيه هذا زعما يمد لك كلمه يقول لك عليه من تعود. D'accord. Oui, ça y est, je vois. Il y a des mots qui sont soulignés. يسطر لك تحتهم في le texte يقول لك refers to what underlined words. Ça veut dire que les mots soulignés هذوما على ماشي يعودوا. D'accord. Dans le texte. Et généralement, ils doivent comprendre l'idée, ils doivent comprendre tous les mots du texte pour pouvoir savoir le mot هذاك على ماشي يولي. Mais le code هذا donc ils vont vous باش نخلي لهم شويه la parole aussi. Ils vont vous l'expliquer كيفاش يقدر يجاوب على الكلمه على من تعود même s'il comprend pas. Mais c'est vrai que نمد لهم les codes هذوما. Même si tu comprends pas le texte, tu peux répondre. Même si c'est difficile, tu pourras mais ils doivent faire les efforts par eux-mêmes. نقولها لهم هذه à chaque fois في كلاسه. لو كان ما ديش les efforts وحدك ça veut dire que تحكم سوجي تخدم وحدك في الدار. تحكم دي séries d'exercices تخدم وتبعث لي sur Insta نشوف كاع les messages ديالهم. C'est ce qu'elle a dit Lina d'ailleurs. J'essaie de voir tous les messages تاعهم même si je reçois une centaine par jour. J'essaie peut-être parfois je réponds un peu tard 2 jours après ou là mais j'essaie de voir tous les messages تاعهم. نجاوب عليهم كامل نشوف باه نقول لهم vous devez faire des ما تستناونيش parce que généralement عندي 2 groupes le vendredi عندي 2 نحكي على Alger Centre وين l'école ديالي boulevard 5 نحكي عندي 2 groupes le vendredi matin et 2 groupes le mardi après-midi نسيي نقول لهم plus vous faites des efforts وحدكم
mieux c'est. Mais ce n'est que le prof. De toute façon, ça c'est dans tous les domaines, voilà, c'est dans tous les établissements. Voilà. Alors, Ramzi, ce que je voudrais savoir, donc, ce sont des méthodes. Donc, on voit que ce sont des méthodes pour un petit peu faciliter la tâche aux élèves aujourd'hui, aux futurs bacheliers, pour répondre donc aux questions, pour répondre au sujet du bac. Donc, effectivement, c'est leur objectif, c'est de préparer le bac. Mais qu'en est-il finalement du speaking? Speaking, je leur dis parfois, speaking, même si je parle en anglais dans la classe, c'est pas que en arabe. Parfois, je leur parle en anglais et tout, mais si ils auraient été notés par rapport au parler speaking, ça serait en Algérie. Vous allez trouver d'autres méthodes. J'essaierai de trouver d'autres méthodes, mais il y a parce que moi, je les prends au terminal. Ça veut dire que je les prends à la fin de leur cursus scolaire. Si je les avais eus CM ou bien à la limite première année lycée, leur speaking se serait développé, se serait amélioré. Mais qui dit une année pour préparation du bac, il n'y a pas speaking dans le bac, ça n'a rien à voir. Tu parles bien anglais, ou tu as une bonne prononciation en anglais, ou tu ne l'as pas, ça ne va pas vraiment t'aider. Ça va t'aider dans les tableaux de sounds. كما final S, final ED, syllables, هادوما ça va t'aider. Mais هادوما كامل فيهم des codes. Mais tu trouves 5 élèves dans un groupe de 45 qui ont vraiment une bonne prononciation en anglais. Donc finalement on comprend que la méthode aujourd'hui, c'est vraiment pour les préparer à bien répondre au sujet du bac. C'est vraiment pour l'instant on n'est pas encore arrivé. Je leur fais pas. Donc c'est ciblé, c'est vraiment ciblé. C'est ciblé le bac. نقول لهم في الصيف تحبوا تعلموا vraiment la langue, نفتح لكم un groupe إن شاء الله. كيف ça sera bon, تما ça sera pas. Elle a de grands yeux, Lina. Elle regarde ça avec de grands yeux. Elle serait intéressée, Lina? Oui, les garçons, vous serez intéressés? Il y a plusieurs élèves qui sont intéressés parce qu'ils aiment apprendre la langue. يحبوا يتعلموا اللغة الإنجليزية. دوك هذيك راني نشوف بلي كاع les élèves محبين يتعلموا anglais. C'est plus comme avant, خلينا منها. Ou c'est l'une des langues, c'est l'une des matières qui vraiment ils en auront besoin dans leur quotidien. Donc c'est vrai que يقراو le maths, mais en réalité في le quotidien ils n'en auront pas besoin. Philosophie في le quotidien ديالو ما يسحقهاش. Quoi d'autre? L'arabe. Fait par rapport à l'anglais, c'est vrai que c'est la langue maternelle, la لغة القرآن et tout, mais ils n'en auront pas besoin pour le quotidien. Sauf s'ils font après une spécialité. La langue, vraiment, c'est l'anglais. Et la matière. Elle reste aujourd'hui la langue de recherche et d'échange à l'international. Dans tout ce qu'ils regardent à la télé, dans tout ce qu'ils regardent sur Instagram, dans tout ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux, c'est en anglais. Alors, Lina, on va clôturer sur une question. Donc, Inch'Allah, tu auras ton bac. Voilà. Et tu comptes faire quoi? Un objectif. Bon, déjà كاين راني حابه ندير موديليست مع بار موديليست هذا يبقى تريك تاعي فوالا اون باسيون فوالا مي حاجه تاع قرايه ان شاء الله peut-être ندير traductrice ou bien نولي كيما انت une animatrice. Pourquoi pas? Bien sûr, tu vas suivre le chemin un petit peu. Inch'Allah. En plus tu connais hein. T'attaques des codes كيفاش. Exactement, نعطيها لك parce qu'il y a aussi des codes. Ah bon? Ah oui, il y a aussi des codes effectivement. On va نتقلبوا Salah. نحب ندير journaliste. Oh, c'est magnifique ça. Journalisme en audiovisuel comme moi? Ah non. Non? نخدم من اللور, c'est-à-dire en régie, presse électronique peut-être, Inch'Allah. Inch'Allah, je te donnerai tous les codes, c'est promis. Et Mohamed? Journalisme aussi. C'est vrai? Mais waouh, mais je suis contente. Parce que, au fait, aujourd'hui dans le monde, on est en train de dire dans le futur, probablement, le journaliste ou l'animateur va disparaître comme métier, comme pas mal d'autres métiers. Mais finalement, non. Et finalement, non. N'est-ce pas? La relève est là. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès. D'accord? Donc déjà dans vos prochains examens, votre bac, Inch'Allah. On vous recevra après le bac? Bien sûr. N'est-ce pas? Vous viendrez avec Boulfarha, Inch'Allah. Pardon? Le bac. Pardon?
Je souhaite aussi le bac, Inch'Allah, Hidjibou Hani. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Elle parle de mon fils. Merci beaucoup, Lina, à toi. Merci. Oh, tu me donnes les larmes aux yeux, là. Merci. Oui, ça passe tellement vite. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed Salah. Merci beaucoup, Lina. Merci beaucoup, Ramzi. Ça a été un plaisir. On vous souhaite beaucoup, vraiment de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Et Yatek Saha pour tout ce que vous faites déjà pour ces enfants. Je vous en prie, je le fais avec grand plaisir. Ça se voit et ça se ressent, en tout cas. Merci beaucoup. Belle continuation à vous, tous les quatre, et à tous les élèves que vous rencontrer, à tous nos bacheliers donc, qui préparent leur bac. On vous dit belle réussite à tous. Et cette fois-ci, ça va être pause musicale en compagnie de Hassiba Amrouche et on se retrouve juste après. Voilà, c'est une très belle chanson en compagnie de Hassiba Amrouche, restant dans le monde de la musique, puisqu'aujourd'hui nous avons une grande passionnée de la musique, de la guitare particulièrement. Céline Lachmout. Bonjour Céline. Bonjour. Comment tu vas? Ça va super. Très bien. Alors Céline, tu es en terminale. Oui. Juste avant toi, on avait justement des lycéens qui passent leur bac cette année, mais tu n'es pas dans la même filière par contre. Non. Je suis en filière mathématiques. C'est costaud, hein? Oui, mais j'aime les maths. Oui, bah oui, c'est normal. Oui. Voilà, les maths. Oui. Bon, bien que j'étais excellente en maths, hein, mais j'étais scientifique, j'étais pas mal, j'étais pas en maths. Alors, Céline, parle-nous un petit peu de ta passion pour la guitare. D'où ça vient? Donc, ça vient particulièrement de mon père. Donc, j'ai trouvé un père. Ah, c'est un héritage, ça. J'ai trouvé un père mélomane qui aime la musique. Donc, j'ai juste développé une passion en 10 ans. D'accord. Et tu as fait une école particulière? Oui, j'ai fait une école de guitare. J'ai fait de la guitare chez M. Hamouten à Tizi Ouzou. D'accord. Et voilà, j'avais des notions, mais je ne savais pas. C'est papa qui t'a transmis les petites notions? Oui. D'accord. Voilà. Donc, au début, c'était mon père qui me corrigeait quelques défauts que j'avais, mais après, je devais faire une école. Voilà. Et donc, tu as fait pendant longtemps l'école? Un an et quelques. C'est tout? C'est tout. C'est tout. Et après, oui, tu t'es envolée de tes propres ailes? Oui. C'est ça? Oui. Ah, bah, très bien. Un style particulier, Céline? Non, je chante un peu tout, mais il y a le métal, la musique métallique qui me passionne beaucoup. Qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, j'ai une guitare folk. Qu'est-ce qui te passionne le plus, pardon? Le métal, la musique métallique. D'accord. Bon, d'accord. J'allais dire, tu es tellement douce, tu es tellement calme, tu es tellement posée qu'on a du mal à t'imaginer dans le métal. Métal, un groupe particulier? On va dire que c'est du métal algérien parce que du métal algérien, parce que c'est Imrhan, c'est le blues tergui. Ah, le blues tergui, tu chantes tergui? Oui. C'est magnifique ça. Mais c'est magnifique ça. D'où vient finalement tout cet intérêt? Parce que depuis que j'étais petite, je partais souvent au festival de la chanson Emezirata Min Rasset. D'accord. Donc j'ai aimé. D'ailleurs, c'est de là que j'ai aimé la guitare. Mais c'est vrai que c'est une musique envoûtante, hein? Oui, beaucoup. Mais en voyage, hein? Oui. N'est-ce pas? Oui. Et donc, tu aimes bien donc, tout ce qui est métal, d'autres styles probablement que Non. Non, après, je chante un peu tout, disons. Voilà, mais sinon, tu évolues toute seule dans un groupe, comment ça se passe pour toi? J'évolue toute seule, mais je suis très bien entourée. Donc, j'ai M. Hakim Mdani, que je salue d'ailleurs, qui me conseille beaucoup. J'ai mon père, j'ai pas mal de personnes qui me conseillent. Voilà, qui t'encadrent, qui sont là avec toi. Très bien, tu veux nous faire un petit quelque chose? D'accord, on reste dans le tergui, on va faire... Je te suis. Tout ce que tu vas faire, c'est magnifique parce que de toute façon, ce que je disais à Amel Laribi, notre collègue ce matin, la guitare sèche, c'est mon instrument. J'ai jamais eu l'occasion d'en jouer, mais écouter la guitare sèche, pour moi, c'est le top. Donc, je te suis dans tous tes choix. C'est une chanson de Imrhan qui s'appelle Taradert. Je vais vous faire la petite traduction. C'est ce que j'allais te demander. Trahison. Ah.
هنتغرس قصة فلسطين هنتغرس إني رسمتك لوحة حجم الفراغ نظرت في كل الملامح وجهك نظرت في كل الملامح وجهك نظرت في كل الملامح وجهك في دينك يا جساس قصة فلسطين هنتغرس قصة فلسطين هنتغرس. Merci. Alors là, j'ai du mal à revenir sur terre, hein. Carrément. Non, mais bravo Céline, c'est tout juste magnifique. Tu as une voix vraiment très très belle. Alors Céline, il est vrai que maintenant interpréter des chansons comme ça t'oblige un petit peu à connaître les langues, à apprendre les langues, à comprendre ce qui se dit aussi. Oui. Ça se passe comment? Raconte-nous. D'ailleurs, j'ai même chanté une chanson en grec. Tellement j'ai aimé la mélodie. Donc, disons que la musique n'a pas une langue particulière. C'est au dépend du ressenti. D'accord. Et comment tu fais pour bien prononcer les paroles? J'essaie de connaître des gens qui parlent bien la langue. Par exemple, parlant du tergui, j'essaie de côtoyer des gens qui parlent le tergui, donc pour m'expliquer la langue. Donc c'est un travail de recherche que tu fais finalement. Oui. Et tu trouves comme ça une communauté avec qui tu peux échanger? Oui, ça va. Franchement, ça va. Et tu y vas toujours au festival? Ça fait 2 ans que je ne suis pas y allée parce que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté à cause de la conjoncture santé, effectivement. Mais sinon, maintenant, le tergui, tu parles? Mis à part chanter? Oui. Un petit peu? Oui. Oui, bon, on va dire les mots importants. Oui, parce que ça ressemble beaucoup au kabyle. D'accord. Oui, je comprends. Voilà, tu comprends, tu arrives à... Et pour le grec, tu as fait comment? Le grec, c'est facile, il y a Google Traduction. Ah ben voilà. Qui ne fait pas de la rétention d'informations, Google Traduction. Il va tout te donner finalement. Hein. Voilà, alors tu vas nous interpréter autre chose. D'accord. Alors tu nous dis, le tergui ressemble un petit peu au kabyle, peut-être une chanson kabyle? Une chanson kabyle, c'est une chanson que j'ai chopée d'une comédie musicale Simou Homhend. D'accord. Produite par Lies Mokrab, donc voilà. Et c'est le poème de Simou Homhend. D'accord. J'ai comme envie de te dire, ne t'arrête pas. C'est tout juste magnifique. Donc finalement, Céline, on va dire que tu es tout le temps à la recherche de nouvelles chansons, tout le temps voir un petit peu toutes ces comédies musicales. Tu choisis comment les chansons que tu voudrais interpréter? Feeling? Oui, feeling. Oui. Ce que tu ressens, donc c'est ça? Oui, c'est exactement ça.
Et donc, ça se passe comment? En fait, tu écoutes comme ça des musiques et ça te plaît? Tu vas, toi, à la recherche de nouvelles musiques? Ça arrive que je rencontre des chansons dans des films, dans des pièces théâtrales, ou même des chansons que j'écoute comme ça et ça me passionne, voilà. Donc je les choisis comme ça. Et c'est de suite, tu te dis, celle-là, je vais la reprendre, celle-là, je vais la chanter. Oui. Voilà, et donc la langue ne te pose aucun problème. Pas du tout. On va chez Google Traduction. Oui. Voilà. Direct chez Google Traduction, on apprend la... Et ensuite, tu fais comment pour les partitions? Tu as l'oreille musicale ou tu vas aussi faire la recherche des partitions pour pouvoir donc respecter les notes? C'est l'oreille musicale. D'accord. Bien développé. Oui. Bravo. Grâce à papa? Oui. Salut ce matin d'ailleurs, il est là avec nous en train de te suivre, de t'encourager comme toujours. Oui. Maman aussi. Oui. On n'oublie pas quand même. Alors, Céline, tu as aussi ta sœur qui chante? Non. Non? Non, pas du tout, ma sœur. Pas du Wallo, tout. Wallo. Rien. Non, elle est là pour m'encourager. Pour t'écouter. Oui. Voilà. C'est un bonheur, hein? Vraiment. Elle est bercée avant de dormir, quand elle n'est pas bien, elle est bercée, on s'ennuie, on est bercée, on veut faire la fête, Céline est là, n'est-ce pas? Oui. C'est un peu ça? Oui. Alors papa t'accompagne aussi quand tu joues à la maison? Et ça m'arrive que mon père m'accompagne aussi. Voilà, vous jouez ensemble, vous chantez ensemble? Il me fait le solo en guitare parce qu'il ne connaît pas les accords et moi je fais les accords du coup. Ah, vous vous complétez? Oui. Lui et toi, n'est-ce pas? C'est exact, oui. On se complète. Tu as une préférence pour la musique d'une manière générale nationale ou tu interprètes quand même des morceaux internationaux? Oui. 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 En anglais, oui. Encore une fois, selon le feeling. Exactement. Voilà. On ne s'en lasse pas, en tout cas. Vraiment, on a de tout temps envie de t'écouter. Un troisième morceau peut-être? D'accord. C'est une chanson de Bob Marley. Franchement, je vais t'exploiter aujourd'hui sur le plan musique. Hein. Donc c'est une chanson de Bob Marley, Bob Marley, la légende. On va chanter la liberté. Oh, pirates, yes, they're all by, hold on to the merchant ships. Minute after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing the songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, the songs of freedom. Emancipate yourself from untold slavery. Numb ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at a time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and move? Some say just a part of it, we've got to fulfill the call. Won't you help to sing the songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, the songs of freedom, the songs of freedom. Bravo. Merci. Franchement, je trouve pas les mots, hein, Céline. Je trouve pas les mots. Vraiment, bravo, vraiment bravo pour ce que tu fais, hein, finalement, pour la musique. Alors, dis-nous, Céline, est-ce que tu as des projets particuliers par rapport à la musique à l'avenir? Oui. Pour l'instant, je suis avec une production, Sigaton, avec Nabil Boumati. On a quelques projets d'ailleurs, un clip qui va sortir très bientôt. Très bien. Alors, tu viendras nous présenter en exclusivité? Non. Non. Non, je ne pourrais pas. Direct. Vu que j'ai pas l'autorisation de Nabil, donc on va éviter.
Bah si, quand on aura l'autorisation de Nabil, vous viendrez ensemble présenter une exclusivité. Oui. Ben voilà. Non, pas aujourd'hui. D'accord. Non, pas aujourd'hui. J'ai dit une fois que la production sera terminée, tu viendras nous la présenter. D'accord. Mais en exclusivité pour Canal Algérie, Bonjour d'Algérie. Avant tout le monde. D'accord. Alors, je négocie dès maintenant, moi. Alors, tu pourras peut-être nous en parler d'une manière générale. Donc, mais très rapidement, hein, parce qu'on n'a pas l'autorisation de Nabil. ça sera un hommage à Mouhia. D'ailleurs, il est décédé. C'était l'anniversaire de son décès le 7 passé. Donc voilà, on va le faire. C'est une chanson à qui je tiens beaucoup. C'est ta composition? Non. Non, c'est une reprise? Oui. D'accord, c'est une reprise. Mais est-ce qu'à l'avenir, tu comptes quand même faire tes propres compositions? Oui. Pourquoi pas? Oui. Bien sûr. Et bien sûr, ça va se faire en parallèle de tes études, en parallèle... Exactement. N'est-ce pas? Oui. Voilà, parce que de toute façon, la musique, elle a toujours bien accompagné, j'ai envie de dire. Ça me déstresse. Voilà, beaucoup. Oui. Beaucoup. Ça te déstresse toi et ça déstresse toute la famille, tout ton entourage. Exactement. N'est-ce pas? Ils en profitent. Oui. Ta sœur particulièrement. Oui. On lui dit un petit coucou ce matin. Elle s'appelle comment? Yasmine. Yasmine, voilà. Donc ce sera pour Yasmine, n'est-ce pas? Oui. T'as d'autres frères et sœurs? Non. Non, donc vous êtes deux princesses à la maison. Allah barik. Alors, Célia, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, une fois que tu auras ton bac, Inch'Allah? Je suis passionnée par l'astrophysique. Allah barik. Donc je compte suivre des études là-dessus. D'accord, l'astrophysique, il y a beaucoup d'harmonie, hein. Ça va bien avec la musique. Oui. Non, mais c'est vrai. On aime les astres. Voilà. Vous avez rencontré votre ami Gaël Garcin ce matin? Oui. Oui? Oui. Eh bien, lui, il est astrophysicien. Il faut faire des contacts dès maintenant, comme ça il pourra mieux t'orienter. D'accord, ça me ferait plaisir. Eh bien voilà, comme ça, tu auras déjà quelques notions avant d'y aller. Ça va te booster encore plus, te motiver encore plus pour le bac. Oui. Ça se passe comment, les révisions? Ça va. Tu fais un peu de pression, là? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Allez, ça va, tranquille. Ça se passe comment, tes révisions? Ça va. Ça va. De toute façon, c'est un examen comme les autres, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà, un petit quelque chose encore? Idéal peut-être? D'accord. Pourquoi cette pluie de Idir? Oh, pourquoi cette pluie? Tant de pluie tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici, l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures, pour laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message, est-ce un cri du ciel? J'ai froid mon pays, j'ai froid, as-tu perdu les rayons de ton soleil? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un bienfait pour nous punir? J'ai froid mon pays, j'ai froid, faut-il le fêter ou bien le maudire? J'ai cherché dans le livre qui sait, au creux de ces versets. J'y ai lu, cherche les réponses à ta question, cherche des traits d'union. Une mendiante sur mon chemin, que fais-tu dans la rue? Mes fils et mon mari sont partis un matin, aucun n'est revenu. Pourquoi cette pluie? Pourquoi cet orage qui nous étonne? Elle dit cette pluie, tu vois, ce sont des pleurs pour les yeux des hommes. C'est pour vous donner
Célia. On n'a pas envie que tu t'arrêtes, hein, finalement. Célia, tu as déjà pensé à participer à des concours de chant avec ta voix magnifique, probablement à l'avenir? Peut-être, oui. Probablement. En tout cas, ça a été un plaisir, Célia, que tu restes avec nous. Tu vas rester avec nous. Le cheval, tu aimes? Le cheval? Le cheval. Oui. Oui. Paraît-il, c'est le meilleur animal, le meilleur ami de l'homme, tout comme le chien. C'est ce qui paraît. C'est une information, ça. Ce qui paraît, on sait que le chien est le meilleur animal de l'homme. Et le cheval, lui aussi, est le meilleur animal, le meilleur ami de l'homme. Et d'ailleurs, Samira Hadjamar, notre amie, va nous en parler. Elle va parler surtout de comment le cheval a accompagné l'évolution de l'humain, les résistances tout au long de l'histoire. Mais avant cela, ça te dit qu'on aille du côté de Ben Aknoun? D'accord. Non. Du côté juste de Ben Aknoun, ça te dit qu'on va aller juste à côté de Ben Aknoun? Alors parce que justement du côté de Ben Aknoun, la cité Malki particulièrement, il y a eu donc cité Malki particulièrement, il y a eu une très belle découverte archéologique. Donc à ce moment, au niveau de la cité Malki, c'est justement Yazid Ibn Muhyiddin qui s'était intéressé aux vestiges donc de la cité Malki. Je vous laisse voir ce reportage. On se retrouve juste après en compagnie de Samira Hadjamar. Oui, le jeu en vaut bien la chandelle. Et c'est bien en 1961 que des enfants de l'ex-Allobroge à la cité Malki sont tombés sur un trésor. L'un d'eux est Selim Belhadjouri, celui avec qui le grand livre de cette partie de la terre a été ouvert. C'est un retour en arrière. Revenir à 61, ça veut dire que j'avais à peu près même pas 7 ans, 61, même pas 7 ans. Et c'était pas le fait d'aller essayer de ramener ça ou ça, c'était gosses, on jouait ensemble, on jouait en groupe. Et le hasard que j'ai trouvé par terre un os qui m'a semblé une dent d'un animal, une grosse dent. C'était un animal pas domestique, pas un animal quotidien, c'était un animal ancien. Et en étant jeune, ma mémoire est allée directement à un lion. Je pensais que c'était une dent d'un lion, d'un grand lion. Pour confirmer mes dires, j'ai pris cette dent, je l'ai ramenée chez moi. J'attendais que mon père revenu du travail, je lui ai montré. Et il m'a demandé d'aller ramener encore d'autres. Et on a fouillé en groupe. On a ramené un petit sachet avec des dents qu'on a creusé de la terre. Et on a ramené un sachet plein de trouvailles, plein d'ossements cassés, des ossements complets. Et peut-être quelques jours après, mon père m'a demandé d'aller avec lui à Musée Bardo. Un site baptisé l'Atérien des Allobroges, le gisement des Phacochères. C'est l'un des lieux préhistoriques les plus anciens de la ville d'Alger. Abdelrahman Khalifa, l'un des spécialistes de l'histoire d'Ecosium, revient sur la découverte de ce site préhistorique. Vous savez, la découverte du gisement des Phacochères de la cité Malki ou des Allobroges s'inscrit dans une histoire très ancienne d'Alger et de l'Algérie bien sûr. Et à cet effet, donc dans les années 60, quand on a découvert ce site-là, il y a eu donc des fouilles qui ont été entreprises et on a découvert un matériel qui a été étudié par la suite par Madame Chahid. On l'appelle gisement des Phacochères parce que les ossements de Phacochères sont très nombreux, mais il y a aussi d'autres ossements, donc d'équidés, de rhinocéros et autres animaux sauvages, qui montrent que l'homme s'est installé dans cette zone-là, en bordure d'un oued, l'actuel oued Knis, qui descend jusqu'à la mer, et sur un monticule
parce qu'il fallait se préserver aussi. Donc il fallait soit se mettre dans des grottes, soit se mettre sur des hauteurs pour pouvoir échapper aux animaux sauvages. Direction le musée du Bardo d'Alger pour ouvrir grand les yeux sur l'une de ces merveilles. Les ossements des animaux préhistoriques découverts en 1961. Le musée du Bardo possède quelques éléments de faune et quelques industries qui se rapportent à cette époque, qui est le Paléolithique moyen, et aussi cette fameuse brèche où on voit un amalgame c'est-à-dire de faune qui font référence à une époque où cette faune était diversifiée. Alors, concernant la faune, il y a eu des études qui ont été menées par certains paléontologues algériens, notamment Djilali Hadjouis, Chayed Saoudi et aussi Bagtash. Et c'est-à-dire de nouveaux éléments ont été découverts, notamment concernant c'est-à-dire une espèce d'écous qui a été nommé Equus algericus et Equus melkiensis en référence au site Cité Malki. Aujourd'hui, ce site est livré à l'abandon et à l'oubli. Le quartier de la Cité Malki et la commune de Benaknoun gagneront à valoriser ce site, dont l'âge remonte à plus de 40 000 ans avant notre ère. Et voilà, donc Yazida Tmihidine nous a emmenés à 40 000 ans avant notre ère. Samira, on va rester à la même époque? Oui, on va évoluer, on ne va pas rester dans cette époque. Samira, bonjour. Oui, bonjour. Non, pardon, t'as vu lui. Ça va très bien. Bienvenue à toi. Merci. Merci, Noor. Tu as entendu? Oui, elle est magnifique, la Hiberk. Oui. Vraiment, je pense qu'elle aura une carrière fabuleuse. Certainement. Si elle s'accroche, si tout se passe bien. Certainement, certainement. Elle est bien encadrée, Céline, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Samira, donc aujourd'hui, tu as choisi un sujet très particulier. Oui, je suis venue plaider la cause du cheval. Plaider la cause du cheval. Oui, je suis venue plaider la cause du cheval pour que, Inch'Allah, en particulier le cheval barbe, pour qu'il soit, Inch'Allah, d'abord classé. Oui, national, et ensuite de l'humanité, il a tout pour l'être. Tu aimes les chevaux, Céline? Voilà, alors nous on a un cheval particulier, comme on l'a vu dans le reportage de Yazida Tmihidine, il a montré la cité des Allobroches, qui est actuellement, enfin depuis longtemps déjà, la cité Malki. Pourquoi elle est importante? Parce qu'un jeune homme à l'époque, dans les années 80, a trouvé... vers la fin des années 80, a trouvé ce qu'on a vu dans le reportage, l'amas de... C'est ce que nous sommes en train de voir, Samira. Et dans cet amas, il y a des ossements de cheval, d'un cheval. Et ce cheval, il l'a dit, ça fait plus de 40 000 ans, Balek, ça fait encore plus longtemps. On retrouve sa trace qu'en Afrique du Nord, en particulier en Algérie. Le premier qui en a parlé, c'est Léon l'Africain, Hassan el-Wazan, voilà, qui lui, dans la description, il a fait un ouvrage bien sûr, dans ses voyages, c'est un grand voyageur, il a écrit un livre, La description de l'Afrique, c'est le premier écrit moderne. Il raconte ce qu'il a vu et ce qu'il a vu en Berbérie. Berbérie en grec, c'est Barbaros, et c'est l'appellation, on va dire, occidentale de... quand on regarde les cartes du XVIe siècle, c'est l'appellation du Sahara algérien, entre autres. Il n'y a pas que le Sahara, c'est l'Afrique du Nord et en particulier le Sahara algérien. Sahara algérien, pourquoi il est important? Dans le Tassili Nadjer notamment, et à Djanet en particulier, jusqu'à la frontière libyenne, c'est que nous avons des gravures rupestres qui montrent des chevaux. Je ne sais pas si Amel Almi pourra montrer les photos, je lui en ai envoyé tout à l'heure. Et on voit ce cheval. Ce cheval, il est... donc, il y a des cavaliers. Non, celle-là, c'est la stèle Pavizar. D'accord. Celle-là, c'est un kabylie dans le village de Tinizar. Et celle-là aussi, les voilà.
Ce sont des gravures rupestres, celles qui en parlent le mieux et que je connais et qu'on connaît puisqu'on l'a déjà fait passer dans les reportages, c'est Ginette Omassib Kadri, qui était chercheur et qui est toujours chercheur, même en retraite, au CNRPH. Avant, ça s'appelait le CRAPS. Donc Ginette Omassib a fait un travail. Elle a fait en particulier un travail sur ça, c'est la période Kabaline, c'est la préhistoire, et il y a des gravures en Algérie, pas que dans le Tassili et à Djanet, qui racontent un peu ce qui se passait le quotidien. Et elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a des gravures qui se répètent, une gravure en particulier qui se répète fréquemment, c'est celle où on voit des chasseurs, parce que c'est l'époque chasseur, avec un cheval, un char qui est tiré, c'est au galop, voilà. Voilà, c'est le cheval au galop. Voilà, donc ça commence déjà à la préhistoire. Ensuite, on la retrouve dans les gravures, dans les mosaïques romaines. On la retrouve dans des pièces de monnaie de l'époque numide. Massinissa a fait frapper des pièces de monnaie. D'un côté, il y a lui, donc Massinissa, roi numide, et de l'autre côté, un cheval. Pourquoi c'est important? Son fils, Mastanabal, qui est le père de Jugurtha, il semblerait, d'après une historienne, une spécialiste des royaumes numides à l'université de Constantine, qui a été aussi directrice du musée de Constantine, elle dit que Mastanabal, le fils de Massinissa, aurait gagné la première médaille des Jeux pan-athénéens. Ce sont les Jeux olympiques à l'Antiquité, quoi. Et il aurait eu la première place, la première médaille. On aurait eu plusieurs médailles. Et on le sait comment? On le sait parce qu'il existe une stèle sur l'île d'Élos, en Grèce, où le nom de Mastanabal est signalé comme un vainqueur des Jeux panaméens, des Jeux pan-athénéens, voilà, des Jeux olympiques grecs à l'époque. Voilà, on le sait aussi, je te l'ai dit, dans les mosaïques. Là aussi, j'ai envoyé des images à Mèche. Nous avons vu d'ailleurs des mosaïques qui ont défini, on pourra peut-être les revoir. Il y en a plusieurs. Voilà. Il y en a plusieurs. Vraiment, il y en a plusieurs. Il y en a à Churchill, il y en a un peu partout. Il y en a à Constantine, Al-Khoroub. Pour revenir à l'époque des Numides, c'est très particulier. Les Numides utilisés, on le voit dans les gravures, enfin les mosaïques romaines le disent. On voit que les Numides, les cavaliers Numides, avaient une certaine technicité, une certaine méthode d'élevage, de domestication des chevaux. Donc, du cheval barbe en particulier, très particulière. C'est-à-dire qu'il n'avait ni étrier, ni monture, ni rien du tout. C'était une simple corde autour du cou de l'animal. Et l'animal était vraiment... il l'utilisait pour faire des guerres, pour te dire. Pas seulement, on va dire, travailler la terre ou pour le loisir ou pour... Alors, qu'est-ce qui fait la particularité du cheval barbe? Tu le connais? Oui, je le connais, le cheval barbe. Tu l'as déjà rencontré? Je l'ai déjà rencontré. Je te dis que je l'ai même monté, le cheval barbe. Ah, oui. Bien. Alors? C'était dans un reportage. Qu'est-ce qu'il a de et donc? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est petit. Il est petit, oui. Mais oui. Il est petit, effectivement. Oui, il est petit. Il est petit. Je sais qu'il n'a pas beaucoup d'endurance. C'est pas particulièrement. Il a énormément d'endurance. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément un cheval qu'on utilise pour les courses. Non, voilà. On l'utilise pas. Pourquoi? C'est ce que je voulais dire. Donc pour les parades, oui, je suis d'accord. Pour les parades, pour le prestige, on ne l'utilise pas parce qu'il n'a pas exactement l'allure, on va dire des grands chevaux, tout ça. Mais il a une endurance particulière. Il est robuste. Il a des. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est toujours employé pour les résistances. Oui, aussi. Et il a été dans les résistances qu'il a monté l'émir Abdelkader. Effectivement. Qu'il a monté Cheikh Bouhamama, qu'il a monté, c'est tous ces résistants, ces cavaliers qui ont fait l'histoire de l'Algérie depuis le début. Alors, l'émir Abdelkader, lui a même dédié des poèmes. Il avait des élevages, il avait des chevaux, mais surtout, il avait des connaissances. Et ça a donné ce livre, parce qu'il a rapidement rencontré, dès 1837, le général Domas. Le général Domas était, comme l'émir Abdelkader, un féru de chevaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble des informations. Il rencontre Amaskara, l'émir Abdelkader, et ils se rendent compte de leur passion commune. Ils ont un échange de lettres pendant 15 années. Et donc le général Domas, pendant la rédaction de son ouvrage, il a énormément utilisé le savoir
les connaissances, la pratique de l'émir Abdelkader. Donc ce livre, il a été fait à 2 et il existe, il est disponible sur Internet, on peut le voir. Ce que j'ai ramené avec moi aujourd'hui, c'est ce livre. Ce livre, il a été fait par, tu veux le montrer ? Il a été fait par le photographe Wadahi. Il a été fait aussi par, donc avec le travail, les écrits de Amina Mekahli, c'est une poétesse. Donc l'un a apporté les photos, l'autre a apporté la parole. Wow. Et les deux ont travaillé sur les chevaux en particulier de Tiaret. Et il y a des photos très très belles, mais il y a aussi des informations qui reprennent ceux de Léon l'Africain, de Qais. Enfin, en Arabie aussi, comment le cheval arabe s'est développé en Arabie. Et on voit aussi les fantasias. Alors, les fantasias, en Algérie, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a notamment à Djelfa, à Amsila, il y en a à Aflou, il y en a à Al-Rouad. C'est une tradition chez nous. Elle est ancestrale, elle est ancienne. Et c'est ça qui permet... Tu ne plaides pas la cause aussi pour la fantasia pour être classée? Ça va de soi. Et il n'y a pas que ça. Il y a les métiers qui accompagnent. Oui. Les métiers, les artisans qui fabriquent les selles, tout ça, si ça disparaît, forcément, ce patrimoine va disparaître. Tout ça fait partie du patrimoine immatériel de l'Algérie. L'Algérie a été pionnière. La jumenterie de Tiaret existe depuis 1887. L'Algérie a créé en 1987 l'Organisation mondiale du cheval barbe. Je précise, j'insiste pour le cheval barbe, parce que nous avons plusieurs races en Algérie. Plusieurs races, on a le pur sang arabe, on a le pur sang anglais né et développé en Algérie, ça fait plus de 50 ans. On a le cheval arabe barbe, qui lui est né d'un croisement, mais on a surtout le barbe. Ginette Omassib dit que des tests ont été effectués, des recherches ont été faites, et pour, on va dire, le degré de pureté, ils sont arrivés à 98%. L'idéal, ce serait d'arriver bien sûr à 100%, et de pouvoir... Ce cheval est important parce qu'il sert... on appelle ça un améliorant. On l'a beaucoup utilisé dans le monde pour les croisements. Pour donner d'autres... Pour améliorer les races, voilà. Améliorer les races et donner naissance à des races aussi, développer des races. Et il est incontestablement, ou du moins avec les découvertes, tout ça, il est descendant du premier cheval qui est sur les gravures rupestres. Voilà. L'écus algéricus. Voilà, j'ai du mal à prononcer, j'avoue. Oui, bon, voilà. Les noms scientifiques, parfois... Voilà, il y a énormément de sources. Il y a énormément de sources anciennes qui parlent du cheval barbe, qui parlent on va dire, des qualités physiques du cheval barbe, de toute l'aide qu'il a apportée à l'homme depuis que l'homme l'a domestiqué il y a 4000 ans. Voilà. Il mériterait d'être franchement, il mériterait d'être classé patrimoine immatériel, mais pas que ça, puisque les fantasias aussi qui contribuent régulièrement et à chaque occasion. Tu vas à Tlemcen, ils utilisent encore des chevaux pour le cortège de la mariée. Il y a des traditions pour le mouloud, on les retrouve partout, même dans l'Atakor. Et moi, je l'ai vu personnellement de mes propres yeux. J'ai vu des chevaux sauvages se promener dans le désert, pour te dire. Ah ben voilà. Célia, ça t'a plu, ce beau voyage avec les chevaux? Tu as beaucoup appris avec Samira, j'imagine. Oui. Voilà. Donc Samira, on la voit chaque samedi, elle nous apprend toujours très j'essaie de contribuer. Beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup Samira, on se retrouve samedi prochain, n'est-ce pas? Inch'Allah. Inch'Allah. Célia, ça a été un plaisir de t'avoir parmi nous. Et tu vois, quand tu as retenu, juste pour terminer l'émission avec ta belle voix. Oui, tu fais une chanson. Voilà. Tu vas nous faire un petit quelque chose pour terminer l'émission. Merci à toi, Célia. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Radia Boulmahali sera en votre compagnie dès demain à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain. Bonne semaine à tous. Au revoir.